Bonjour à tous, anciens abonnés historiques comme à ceux qui nous ont rejoints il n'y a pas bien longtemps. Bienvenue pour cette version courte qui va permettre d'arriver plus rapidement à la conclusion que cette opportunité qu'est le virus qui catalyse un dessein et bien un jackpot pour le nouvel ordre mondial que nous définirons. Pour résumer les thèmes traités dans la version longue qui se trouve sur la playlist Zoom sous le même nom et sous le même titre. Donc, je vous conseille quand même, je vous invite franchement à aller voir la version longue, quitte à la regarder en 2 fois si vous voulez vraiment avoir toutes les explications du pourquoi, du comment nous en sommes arrivés là. Et donc, je suis parti des hypothèses suivantes. Oui, il y aura bien des secondes vagues, mais surtout des secondes vagues de chômage et de faillite, mais des secondes vagues systémiques de tout, puisque comme je le préconise, tout est lié forcément. Oui, le Covid et les mesures qu'il permet seront certainement utilisées par les gouvernements en tant que catalyseur pour arriver plus vite à leur objectif. Le but pour eux, c'est de transformer une menace en opportunité. C'est ce qu'on apprend dans toutes les bonnes écoles. Et puis, oui, le confinement local ou total, comme le chômage partiel d'ailleurs, pourrait servir de régulateur des mouvements sociaux, même si le réservoir de mécontentement reste suffisamment important pour que ça bouge. Alors, tout ça pour essayer de répondre à qu'allons-nous faire et subir, notamment sur les aspects professionnels, financiers, sociétaux. Qu'est-ce que le système a prévu et est en train de mettre en place? On va essayer de décrypter ce qui se passe et pourquoi. Qui sont les nouveaux maîtres du monde, de ce nouvel ordre mondial du moins, et quelles sont leurs finalités. Pour conclure, en reliant le Covid au vaccin, à la 5G et au grand reset monétaire qui se prépare, tout ça pour arriver, selon Philippe Guillemant, un grand scientifique, au transhumanisme dont on entend régulièrement parler. Et il est vrai que la situation semble bien, quand même actuellement, ressembler à la construction d'un puzzle dont on commence à voir se dessiner le dessin qui apparaît petit à petit. Donc, dans cette version, je ne ferai que citer le pourquoi et le comment de la situation dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui et dont certains points ont été mis en évidence par cette crise, mais il couvait déjà, qui, comme toute crise, soit soude le peuple autour d'un ennemi commun et d'un gouvernement ou d'un chef légitime, soit qui divise les peuples, comme ça semble être le cas en multi-catégories. Notre dernier sujet, qui n'en est pas un à mes yeux, mais le dernier sujet du non-port du masque, qui a acquis le statut de totem de tout un tas de contestataires en tout genre, en dit long sur l'état des lieux et sur ce que c'est leur présage ou pas. Donc, pour rappel, l'ordre mondial existe depuis Yalta, quand Churchill, Staline, Roosevelt, sous les yeux de De Gaulle, qui essayait de sauver les meubles, ont dessiné le monde et les blocs. Et puis derrière, il y a eu les accords de Bretton Woods en juin 1944 qui définissaient, eux, le nouveau mode de fonctionnement financier et qui ont créé le FMI. Donc, en gros, ce qui régit aujourd'hui notre finance. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que tout ça, ça a été largement documenté, et notamment la place que l'oligarchie occupait dans ce système. Donc, en revanche, le nouvel ordre mondial, l'expression telle qu'on est employée aujourd'hui, à mon avis, elle existe depuis 1971, quand le président Nixon a décidé de décorréler le dollar de l'or de façon à pouvoir imprimer du dollar papier en réponse au déficit commercial des États-Unis à l'époque. Et c'est là ce point important, c'est là toute la base du problème financier actuel, mais également la base des solutions qui apparemment semblent retenues par nos dirigeants pour continuer à faire tourner le système de la même façon, avec asservissement et appauvrissement. Nous allons donc faire l'état des lieux de la chose. La Chine est et restera, parce qu'elle ne peut pas faire autrement, l'usine du monde. Dans les années 2000, Serge Turuc avait imaginé, l'ancien patron d'Alcatel avait imaginé des entreprises sans usine. Eh bien, nous y voilà. Et même si, à ma connaissance, c'est la première fois où l'ensemble de l'humanité regarde dans la même direction, avec la même problématique, eh bien,
la crise économique s'annonce particulièrement disparate. C'est-à-dire que les conséquences de ce virus ne seront pas les mêmes par pays, par région, par secteur d'activité, par sous-région, et ça va donc continuer à morceler ce puzzle. Mais généralement, il y a une règle qui s'applique malheureusement et qui vaut également ici, c'est que en cas de crise, les pauvres finissent plus pauvres, les riches plus riches, et la classe moyenne, la middle class, se fait laminer parce qu'elle est corvéable et taillable à merci. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison que ça change cette fois-ci. Sociétalement, la nation France s'est fracturée et la société s'est totalement fragmentée. On voit des groupes, des catégories de personnes qui vont s'opposer ou qui commencent déjà à s'opposer. Et il est loin le temps où tout le monde était Charlie et embrassait les flics dans la rue. À ce sujet, autre point clé, la montée de la violence et, comme le relève les faits divers, mais également la violence que l'on retrouve et qui s'exprime lors des manifestations. Mais depuis des années, gauche comme droite, en passant du Karcher à l'ensauvagement, on a préféré acheter la paix sociale plutôt que d'appeler un chat, et on a mis la poussière sous le tapis. Le résultat, c'est celui-ci, c'est qu'à chaque match du PSG, qu'il soit gagné ou perdu, et pour peu que ce soit contre Marseille ou Alger, eh bien, tout est prétexte à saccager les Champs-Élysées, au pillage des magasins, le tout en remplacement, comme a osé le dire, je ne vois pas comment on peut dire une telle ânerie, mais comme a osé le dire un journaliste, en remplacement des centres de loisirs et surtout des vacances au bled qui n'ont pas pu avoir lieu en raison du Covid. Donc, après avoir eu Christiane Taubira, on ne peut pas avoir nommé Éric Dupond-Moretti sans l'avoir fait par le biais d'un prisme politique et donc sans se préoccuper des conséquences qui étaient pourtant évidentes. À ce jour, 234 maires et adjoints ou élus ont été agressés et personne n'est passé par la case prison, au mieux un rappel à la loi. Et je ne parle pas des 10 000 fichés pour radicalisation, qui sont autant de dangers parce que de surcrise, autant de risques de surcrise, c'est-à-dire que si on devait avoir attentat plus Covid à gérer, je ne sais pas comment on s'y prendrait. Je ne vais pas le faire pour ne pas me faire accuser, encore une fois, de vendre de la peur. Et je ne parlerai pas non plus des radicalisés qui arrivent en fin de peine et qu'on va devoir libérer. Donc, devant une telle débâcle, il est évident que certains serviteurs de l'État, qu'ils soient militaires, policiers, médecins, infirmiers, pourraient être tentés de raccrocher le treillis, le képi, la blouse blanche et le stéthoscope pour aller voir dans le privé si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et donc, on va aller vers une probable privatisation des missions régaliennes qui a déjà largement commencé, notamment au sein des armées. Au point de vue économique, un économiste du fin du 19e disait que pour que le capitalisme soit durable, puisqu'on sait que le communisme il est mortel, pour que le capitalisme soit durable, il fallait que le pouvoir d'achat, donc les salaires, augmentent parallèlement à la productivité. Eh bien, on sait ce qu'il en est. Et donc, ça a été le fondement justifié, à l'époque, du mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire la baisse du pouvoir d'achat et l'augmentation du nombre de travailleurs pauvres, le nombre de travailleurs pauvres. C'était donc à l'origine du mouvement des Gilets jaunes, avant ces dérives violentes, ces tares congénitales et ces choix stratégiques pour le moins aberrants. Et donc pour maintenir le couvercle sur la marmite, puisqu'on voit bien que socialement ça bouillonnait avant le confinement, les plus riches se sont aperçus que ça bouillonnait et donc ils vont tout faire via les gouvernements pour essayer de maintenir le couvercle sur la cocotte minute et donc ils vont le faire à l'aide d'aides, de primes, d'allocations chômage facilité et autres subsides et notamment certainement une prolongation du chômage partiel avec les 84%. Dans tous les cas, tout le monde ne fera pas partie du voyage et nombreux vont être ceux qui vont rester, à mon avis, au bord de la route malgré les aides distribuées. Et maintenant, nous allons voir le point le plus important, à savoir le paradigme des banques centrales. Alors, c'est quoi le paradigme des banques centrales ? Je résume ici. Les banques centrales qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sont toutes privées, impriment de l'argent papier et inondent le marché
de liquidités. Et donc ces liquidités servent à acheter des actions et forcément ça entretient la montée des cours dont profitent les investisseurs et spéculateurs. Et ce qui nous fait passer d'une bulle à une autre. Il y a eu la bulle Internet, il y a eu la bulle de l'immobilier, la bulle de l'or, la bulle des biotech. Et la base, c'est tout simplement ce changement de paradigme qui date de 1971, donc quand Richard Nixon a décorrélé le dollar de l'or. Et ça a été accentué par des taux d'intérêt négatifs, quasiment nuls ou négatifs, et donc on prête de l'argent à des investisseurs pour qu'ils entretiennent le cours de la bourse, et ceci à des fins tout autant politiques qu'économiques. Donc, dans la pratique, l'argent perd sa valeur et on s'en rend compte au quotidien, dans la mesure où là, il fallait financer une maison avant avec un emprunt sur 15 ou 20 ans, maintenant on est plus à 25 ou 30 ans. Donc nos jeunes pour acheter sans dette sur 30 ans. Donc on voit bien que ce mouvement est concerté, c'est-à-dire toutes les banques centrales impriment de l'argent et donc c'est ce qui permet de dire que c'est concerté et qu'on a là un ordre mondial financier qui acquiert de plus en plus de propriété, puisque maintenant ils achètent directement les actions, et de plus en plus de capacité d'orientation du fonctionnement du monde, et ça sans aucun contrôle démocratique évidemment. Ce changement est surtout le fruit d'une révolution technologique qui est passée un petit peu sous silence, même si on en a entendu parler, c'est celle de la blockchain qui a donné lieu entre autres à la naissance du Bitcoin et de X crypto-monnaies. Le Bitcoin aujourd'hui est la 6e monnaie mondiale. C'est une monnaie numérique et on va voir quelle est l'importance qu'elle a tout à l'heure. Donc, autre problème, des études ont montré que si on confisquait tout cet argent, tout l'argent qui circule dans le monde et qu'on le redistribue équitablement à tous les habitants de la Terre, eh bien, au bout de 7 ans, il reviendrait dans les mêmes mains pour des raisons de savoir et de logiciels, de mode de pensée. Il y a des gens qui loupent tout et qui continuent à faire la même chose, et d'autres qui réussissent tout et qui continuent à faire la même chose. Et donc, forcément, comme disait Einstein, continuer à faire la même chose et attendre des résultats différents, c'est le début de la folie. Donc, financièrement, il y a plusieurs façons de régler le problème de la dette qui concerne tous les États, hormis le fait de dépenser moins et de gagner plus, ce qui n'est pas le cas de la France. Le premier moyen est de faire défaut. C'est-à-dire, on ne paye pas, mais quand on est obligé de retourner voir ses prêteurs le mois suivant, quand on les a plantés, ça va moins bien. La seconde, c'était la guerre. 14 et 39 ont servi à ça. Mais aujourd'hui, on peut se poser des questions sur les escarmouches de plus en plus fréquentes entre les États-Unis et la Chine qui vont au-delà de la guerre commerciale. Et avant l'euro, il y avait un artifice qui s'appelait la dévaluation, qui est toujours utilisé aujourd'hui par des pays comme la Chine, par exemple. Ça, c'était avant l'euro. Regardez le regard de Cobra qui en dit long. Donc cette fois-ci, la dette devrait être remboursée, avertit l'ex numéro 1 de la BCE, Mario Draghi. Mario Draghi, c'est un des plus grands représentants de ce nouvel ordre mondial financier. Donc, il n'y a donc qu'une solution, et elle est déjà sur les rails, puisque la Fed l'a annoncé, donc la Banque centrale américaine l'a annoncé dans son discours du 27 août, alors que jusqu'à présent, elle luttait contre l'inflation, c'était sa mission première. Aujourd'hui, elle va laisser filer l'inflation. Ils espèrent atteindre 2%, et 2% par an sur 20 ans, c'est la loi des intérêts composés, la force la plus puissante de l'univers selon Einstein. Et bien forcément, ça lisse la dette du moins en apparence. L'inflation est un impôt qui ne dit pas son nom, et ce qui permet les propos de notre ministre des Finances disant il n'y aura pas d'impôt Covid. Non, il n'y aura pas d'impôt Covid, il y aura de l'inflation à la place et de la dette que nous laisserons à nos enfants et petits-enfants. Donc, quels sont les impacts principaux à notre niveau, sur notre quotidien, mais surtout fuyez l'assurance vie et les placements en liquidité en raison de la loi Sapin 2 et de la directive européenne qui autorise les banques à saisir les avoirs de leurs clients en cas de risque de faillite. Et donc à la place, on vous donne un beau certificat type emprunt russe que vous pourrez afficher au-dessus de la cheminée. Et un cas de faillite, j'en vois un, mais gros comme une maison. C'est-à-dire qu'en ce moment, le gouvernement essaye de refiler aux assureurs et d'imposer aux assureurs d'assurer le Covid et ses conséquences. Et dans ces conséquences, il y a justement le chômage partiel à 84%,
qui pourrait être prolongé, là il est prolongé jusqu'à la fin de l'année, mais qui pourrait être prolongé sur 2 ans. Petit problème technique, les assureurs n'ont pas le droit d'assurer au-delà de leurs fonds propres, sauf si leurs fonds propres venaient augmenter, c'est-à-dire que s'ils saisissaient vos biens, votre épargne en assurance vie ou vos liquidités, comme le permet la loi Sapin 2, eh bien forcément les fonds augmentent et on s'arrange avec le gouvernement pour en prendre une partie. Donc, est-ce que vous avez envie de prêter de l'argent à votre banquier ou au ministre des Finances plutôt que de le donner à vos enfants ou petits-enfants? Voilà pour la partie placement. Surtout, pas de liquidité dans l'endroit le moins sûr où vous pouvez laisser votre argent, donc à savoir la banque. À propos de placement, on va parler de l'or qui n'augmente pas, c'est pas l'or qui augmente. L'or, sa valeur, elle est toujours donnée par rapport à une monnaie. C'est pas l'or qui augmente, ce sont les monnaies, le dollar ou l'euro qui diminuent puisqu'on en imprime, ou du moins c'est des 0 et des 1 maintenant, qu'on en imprime jour et nuit. Et donc, l'or est la valeur refuge par excellence parce que si votre grand-père vous avait légué une once d'or il y a 100 ans, avec une once d'or, on achetait, je crois, une vache. Eh bien, aujourd'hui, avec une once d'or, on achète toujours une vache. Si vous avez légué 100 anciens francs, aujourd'hui, vous aviez peut-être un carambar. C'est là qu'on arrive aux conclusions et aux futurs possibles. Il y a un adage en bourse qui dit que les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel, sauf si, comme on vient de le démontrer avec l'impression monétaire, ces arbres sont artificiels. Et donc, la sortie de secours, c'est potentiellement un grand reset monétaire, c'est-à-dire qu'on remet tout à zéro, et on remet tout à zéro pour une monnaie numérique qu'on a évoquée, qui existe déjà via la blockchain. Et cette monnaie numérique, elle est reliée par Philippe Guillemant du CNRS, qui est à mes yeux aujourd'hui un des plus grands physiciens du moment, reconnu par ses pairs. Il est l'inventeur de la théorie de la double causalité, et voilà comment lui voit les choses. Alors même si là il sort de son domaine, il dit que, et je cite, une monnaie numérique a besoin d'une identification forte, donc numérique, et la meilleure identification numérique qu'il puisse y avoir, c'est l'identification numérique corporelle, c'est-à-dire du puçage. On vous met une puce et vous démarrez l'ordinateur, vous ouvrez la porte et vous retirez votre argent, ou le vaccin. Et dans une vidéo précédente, je vous ai démontré que le vaccin du Covid, mais tous les autres, seront dorénavant numériques. Et à cela, il fait le lien avec la 5G. 5G, qui est également un sujet des forums de discussion, Facebook et compagnie. Et donc, pourquoi la 5G? Parce que la 5G, c'est pas de la 4G améliorée. Même si elle va soulager un peu les réseaux 4G, la 5G, elle est faite pour faire de la transmission haut débit de machine à machine. Et ces machines peuvent très bien être des nanomachines. Donc, éventuellement, vous voyez où je voulais en venir, des nanoparticules qu'on vous aura injectées dans le vaccin qui pourront potentiellement être activées ou reprogrammées avec la 5G. Voilà la théorie de Philippe Guillemant, et il la voit en 9 étapes. La première étape, le confinement, on y est passé. Deuxième étape, le déconfinement, total ou partiel. Troisième étape, le port du masque, on est en plein dedans. Quatrième étape, la vaccination. Donc on sait que 20% des gens refuseront d'être vaccinés, mais 80% des gens accepteront d'être vaccinés. Il n'y aura même pas besoin de les forcer, ils vont se battre pour avoir le vaccin. Et c'est pourquoi d'ailleurs, on verra après, mais les 20% qui refuseront de se faire vacciner seront exclus de la tribu mondiale, pas le droit de prendre l'avion, pas le droit de rentrer en fonction publique, pas le droit de je sais pas quoi. Ensuite, vaccination, micropuçage, bien, on vient d'en parler. Monnaie numérique, on l'a évoqué avec la technologie de la blockchain. Traçage humain, donc par les biomarqueurs qu'on aura mis dans les vaccins, en plus de la reconnaissance faciale actuellement, et interfaçage numérique de l'humain. C'est en cours puisque Tesla est allé mettre des capteurs dans le cerveau d'un porc pour commander un ordinateur, en attendant de le faire avec un homme. Et Elon Musk, le patron de Tesla, est également un partenariat sur les vaccins avec un labo allemand, et Google, lui, veut simplement tuer la mort. Et tout ça pour arriver à la 9e étape, selon Philippe Guillemant,
le transhumanisme cher au professeur Alexandre qu'on voit passer régulièrement en ligne. Donc, nous serions aujourd'hui à la marche 3, c'est-à-dire port du masque, pour aller vers la marche 4, la vaccination. Et là, il va y avoir un grand pas à franchir dans la soumission. Alors, certes, ce n'est qu'une vision d'un scientifique qui, par ailleurs, sort de son domaine, là, mais aussi brillant soit-il, mais en décortiquant, comme on l'a fait, les pièces du puzzle, c'est-à-dire le Covid, les impacts du Covid sur le fonctionnement de l'économie, la monnaie, la 5G, les vaccins, on voit bien que le dessin du puzzle commence à apparaître. Donc la suite, le point de destination semble connu, les chemins peuvent être avec des boucles de rétroaction, et puis c'est pas une ligne droite. Donc régime totalitaire ou révolution, tout est possible, mais dans tous les cas, ça se fera rarement dans la dentelle. J'ai pas connu, historiquement, on n'a pas connu de rupture de ce niveau qui se sont faits en douceur. Et par ailleurs, le diable s'habille toujours en Pravda. Donc ainsi, le petit père des peuples, Staline, reste malgré une concurrence acharnée, reste quand même le plus grand des meurtriers de tous les temps. N'oublions pas qu'Hitler est arrivé au pouvoir avec le soutien de 80 à 90% de la population allemande, dans une situation de crise en 1936, qui présente quand même de sérieux points communs avec la situation actuelle, c'est-à-dire inflation, fort chômage, des aveux des élites, perte de confiance et pouvoir d'achat qui s'était fait laminer, et ainsi de suite. Alors, quant à savoir qui sont les nouveaux maîtres, la réponse, je viens de vous la donner. Qui a profité de la crise en dehors des big pharma qui faisaient déjà partie de ce nouvel ordre mondial, si ce n'est les GAFAM. Quand vous regardez les cours des actions, la valeur boursière d'Apple vaut à elle seule l'équivalent du CAC 40. Le patron d'Amazon, en une journée, a gagné 5 milliards de dollars, et pour passer à 200 milliards de fortune, jamais dans l'ère moderne, une personne n'avait détenu autant d'argent. Donc, la question, c'est vont-ils remplacer les anciens du nouvel ordre mondial? La question, elle n'a pas de sens. Ils font déjà partie de cet ordre mondial où les loups ne se mangent pas entre eux et les moutons restant à tondre sont encore suffisamment nombreux, même pas en jaune. Ils ne vont pas y rentrer, ils sont le nouvel ordre mondial. Ils structurent le chaos. Alors le chaos, une belle définition, c'est ce qui n'est qu'un ordre qui n'a pas encore été déchiffré tant qu'on n'a pas le décodeur. Or, qui fabrique le décodeur aujourd'hui? Ce sont bien les GAFAM, qui imposent les règles du jeu, notamment fiscales aux États, mais ça, c'est presque un détail par rapport à ce qu'on vient d'évoquer pour aller vers le transhumanisme, et surtout sans aucun contrôle démocratique. Donc non seulement ils ont l'argent, les informations, les savoirs supérieurs, mais en plus, ils façonnent le monde. Ils sont devenus le centre de gravité. Donc, les nouveaux maîtres du monde, le nouvel ordre mondial, est détenu en grande partie par les GAFAM, et ce n'est pas pour autant que les autres ont disparu. Mais rien n'est impensable, surtout lors des combats typiquement asymétriques. Dans un combat où le petit se bat contre le gros, si et seulement si le petit est intelligent, est structuré, a compris les règles du jeu, sait les utiliser, c'est quasiment toujours le petit qui gagne. Des études ont démontré que 4% de résistants ou de militants engagés soutenus par 20% de la population, et les gilets jaunes au départ avaient, à mon avis, un soutien largement supérieur à ces 20%. S'ils n'avaient pas fait des choix complètement aberrants stratégiquement, eh bien 4% militants, 20% de soutien actif, ça suffit pour faire basculer une majorité, éventuellement un gouvernement. Ceci étant, quand on regarde cette image, en plus des plans foireux des samedis après-midi, le jour du déconfinement, la ruée vers les McDo qui avaient réouvert leur drive ont généré des embouteillages monstres. Alors, autre comparaison, le premier jour du déconfinement, il y a une concession automobile d'une ville moyenne du sud de la France qui a vendu 30 véhicules neufs. Et ce, sans prime gouvernementale. Donc la priorité de certains, quand ils sortent d'un mois, 2 mois de confinement, la première priorité, c'est d'aller faire un McDo et d'acheter une voiture neuve. Donc on voit qu'il
Il y a du chemin à parcourir pour faire basculer les choses, mais la bêtise n'est pas que dans un camp. Je vous laisse lire ça, et là, ça en dit long, effectivement, sur la fragmentation et l'explosion de la France. Alors, quoi qu'il en soit, avant tout, il faut donc vous préparer, à mes yeux encore une fois, et c'est le sens de ces vidéos et du temps que j'y passe, il faut donc avant tout vous préparer à titre individuel à des moments difficiles, en essayant autant que faire se peut de suivre, mais surtout de comprendre les évolutions de la règle du jeu. Pour autant que ce soit possible, afin d'y mettre des réponses adaptées, y compris quand elles vous paraissent contrariennes, c'est-à-dire que c'est pas logique, c'est pas normal, et pourtant c'est ce qu'il faut faire. Quand elles vous obligent à sortir de votre zone de confort, à penser en dehors du cadre et sortir de votre zone de confort avant que ce soit la crise qui vous en sorte à coup de pompe dans le derrière. Donc Vladimir Volkov, qui est un auteur que j'aime bien, rappelle que tous les tyrans de l'Antiquité, alors il en cite toute une liste que je ne vous ai pas, s'appuyèrent exclusivement sur les classes populaires. À mes yeux, la démocratie restera une idéologie basée sur un leurre tant qu'elle prétendra que les gens sont égaux. Là non plus, il n'y a rien de nouveau, Aristote le disait déjà. Donc, pensez par vous-même, évitez la foule qui est synonyme de pensée unique et d'embrigadement. Et aujourd'hui, là aussi, c'est un avis personnel, ce n'est pas un conseil, un avis personnel, après 70 ans sans guerre sur le continent, même si à moins de 2 heures de Paris, il s'est passé des boucheries inimaginables en ex-Yougoslavie, 70 ans sans guerre pour le peuple, une croissance économique quasiment constante, un abaissement du niveau de culture générale, une dépendance totale ou importante aux aides sociales. Tout ça a fait que le collectif est devenu d'une immaturité qui pourrait déboucher effectivement sur un chaos, une dictature, ou quelle que soit sa nature d'ailleurs, dictature des GAFAM ou dictature d'un autocrate, en tout cas vers des choses pas forcément très gaies. Merci de votre attention pour les plus courageux. Je sais que par mes vidéos, je vous ai emmené sur des chemins tortueux pour arriver à ces hypothèses en guise de conclusion. Mais il y a toujours plusieurs facettes sur une chose et il convient, à mon avis, de regarder cette chose avec tous les prismes pour arriver à une compréhension globale, plutôt que... Alors, compréhension globale et temporaire, puisque seul le changement est constant et donc les choses changent en permanence, d'où la nécessité, effectivement, de mettre à jour son logiciel, son mindset. Et à mes yeux, seuls les complotistes simplistes se contentent d'un seul prisme, pour peu qu'ils soient prémâchés par un gourou ou une secte qui pullule en ce moment en ligne. Donc voilà, je vous remercie. À bientôt pour un zoom sur les impossibles démondialisation et relocalisation heureuse, qui sera ma dernière vidéo de cette série, avant de revenir sur un rythme un peu plus normal de décryptage. Encore une fois, merci à tous, merci pour vos commentaires, à bientôt sur nos lignes, et n'oubliez pas, le pire n'est jamais sûr, surtout quand on y est préparé. Au revoir.